Terrorisme, criminalité, délinquance, la santé des forces de l'ordre est mise à rude épreuve. Après une immersion de plus de 6 mois au sein des différents services, une commission d'enquête sénatoriale révèle l'état des forces de l'intérieur inquiétant. Angela Merkel finit par trouver un accord avec la CSU. Après 15 jours de grandes tensions à cause de la crise migratoire, la chancelière allemande est parvenue à sauver sa place tout en conservant son ministre de l'Intérieur. Chacun a joué sa carte politique. Mélenchon et Hamon dans le même bateau, chacun de leur côté, les deux chefs de jeunes mouvements vacillent avec la perspective des européennes. Désaccords internes, népotisme et trahison, les investitures pour la course à Bruxelles en disent long sur l'ambiance. Madame, Monsieur, bonsoir. Les forces de l'ordre au bord de l'implosion, très soutenues après les attentats de novembre 2015. Les gendarmes et les policiers font désormais face à un profond malaise. Un rapport d'une commission sénatoriale tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Terrorisme, immigration clandestine et violence, voilà comment résumer le quotidien des forces de l'ordre. Déjà mis à rude épreuve lors des nombreux attentats perpétrés en France, les gendarmes et les policiers semblent à bout de force. Manque d'effectifs, conditions de travail indignes, interventions de plus en plus risquées et multiplication du nombre d'heures supplémentaires. Les causes du malaise sont légion, un malaise qui se traduit par une hausse exponentielle du nombre de suicides. En effet, ils sont passés de 36 à 50 cas entre 2016 et 2017, tandis que 13 étaient déjà à déplorer à la fin du mois de mars de cette année. Face à ce fléau, une commission d'enquête sénatoriale a dressé un rapport formulant 32 propositions concrètes pour calmer le malaise des gendarmes et des policiers. D'ailleurs, le sénateur Les Républicains de Moselle et rapporteur de la commission, François Grosdidier, ne mâche pas ses mots pour présenter le bilan de l'enquête. Selon lui, aucune autre administration ou entreprise ne traite aussi mal ses employés. François Grosdidier n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer le nombre d'heures supplémentaires impayées, plus de 20 millions selon le rapport. Un chiffre qui va de pair avec la dégradation des moyens matériels et la multiplication des tâches indues. Et si les gendarmes et les policiers se sentent dépossédés, ils sont également en mal de soutien. Lors de l'affaire Théodore Louaka, l'ancien président de la République, François Hollande, avait immédiatement pris le parti du jeune délinquant, allant même au chevet de l'individu, accréditant de fait les accusations à l'encontre des policiers. Par ailleurs, un rapport a récemment affiché une hausse significative du recours aux armes à feu de la part des policiers en 2017. Même si les responsables se sont défendus de vouloir faire une liste de bavures, les chiffres ont des conséquences directes sur la montée du sentiment anti-flic en France. Un sentiment qui pourrait faire craquer le cordon de sécurité des forces de l'intérieur qui ne tient déjà plus qu'à un fil. Malgré plusieurs appels au secours et de nombreuses manifestations, le malaise semble trop profond pour être colmaté d'un claquement de doigts. Si les sénateurs ont conscience du problème, ils espèrent une réaction du gouvernement, mais également des Français, car au vu de la situation sécuritaire en France, les forces de l'ordre sont déjà au bord du précipice. Merkel sauve sa peau, du moins pour le moment. Après 15 jours difficiles avec ses alliés de la CSU, la chancelière est parvenue à trouver un accord sur la politique migratoire de l'Allemagne pour garder son ministre de l'Intérieur démissionnaire, Horst Seehofer. Une belle opération politique où tout le monde est gagnant, sauf les Allemands et Lise Blaise. Sauf qui peut pour Merkel. Après des mois et des mois de politique immigrationniste, la chancelière allemande a été contrainte de mettre de l'eau dans sa bière. La réunion de lundi a donc finalement donné lieu à un accord. Le ministre de l'Intérieur issu de la CSU, Horst Seehofer, avait mis la pression depuis plusieurs jours sur la chancelière en menaçant de démissionner. Une défection qui aurait directement conduit à une nouvelle crise politique en faisant exploser le gouvernement de coalition avec la CDU et la CSU. Pour le Bavarois, il fallait marquer les esprits par sa fermeté sur la politique migratoire. En effet, bien au-delà de ses convictions, les Allemands commencent à être las de la volonté d'accueil inépuisable d'Angela Merkel. Seehofer, qui était quant à lui un peu en marge de son parti, a saisi la balle au bond pour revenir sur le devant de la scène en demandant ce que réclament majoritairement les Allemands. C'est donc une fronde tout bénéfice qu'a mené le Bavarois. Du côté d'Angela Merkel, même si le pire a été évité, son autorité aura été considérable
considérablement remise en question ces dernières semaines. Après près de 13 ans au pouvoir, la chancelière vient d'essuyer son plus dur moment. Une position délicate qui découle directement des difficultés qu'a eu le gouvernement de coalition à se former. En effet, l'Allemagne est dirigée depuis 3 mois par un ensemble de 3 courants, dont le SPD, les sociodémocrates, et la CSU de Seehofer, ajoutée à la CDU de Merkel. Ces remous ont eu des répercussions jusque dans le parti de la chancelière, qui la considère parfois comme trop centriste. En effet, la CDU regroupe des tendances différentes et quand certains soutenaient sous le manteau l'initiative du ministre de l'Intérieur pour corser la politique migratoire, d'autres criaient à la dérive vers l'extrême droite. Il faut dire que c'est la droite de Merkel qui a voulu la faire fléchir et pour cause. Dans un coin de l'échiquier politique, l'AfD, l'alternative für Deutschland, pousse et la politique européenne d'accueil sans bornes des clandestins est une aubaine. L'accord signé lundi a scellé quelques restrictions cosmétiques sur la politique migratoire. Certains membres de la CSU sont allés jusqu'à évoquer un tournant dans la politique d'asile. Pourtant, la mesure essentielle qui a été acceptée consiste uniquement à placer les demandeurs d'asile déjà enregistrés dans un autre pays européen dans des centres de transit, des centres situés à la frontière avec l'Autriche qui ne voit pas l'initiative d'un très bon œil. Le gouvernement du chancelier Sebastian Kurz a d'ailleurs annoncé qu'en cas de reflux vers le pays, il prendrait les mêmes mesures. Ça tangue à gauche pour les européennes. À 9 mois du prochain scrutin, le mercato des candidats est lancé et tout est bon pour s'afficher sur les listes. Si du côté de Benoît Hamon, les places seront chères, chez les Insoumis, les investitures vont conditionner la ligne du mouvement, notamment sur l'immigration. Élise Blaise. La foire d'empoigne a commencé à 9 mois des élections européennes. La gauche a du mal à accoucher des investitures. Du côté de Benoît Hamon, le mouvement Génération, qui peine à se faire connaître, réussit tout de même à se faire des ennemis dans les rangs des écologistes. L'ancien candidat à la présidentielle a profité de sa réunion de Grenoble dimanche pour tenter de mettre de l'ordre dans ses rangs clairsemés en évoquant, je cite, le repli identitaire ainsi que les petites chapelles et les petits appareils, en référence à eux élevés. À croire que les troupes des deux factions pourraient partir en ordre dispersé. Jusqu'ici, il semblerait que le Parti vert ait proposé seulement 2 sièges pour le mouvement de Benoît Hamon, un pour lui et un autre pour son bras droit, Guillaume Ballard. Du côté de la France insoumise, les querelles sont différentes. Fort d'un véritable engouement, Jean-Luc Mélenchon a fort à jouer lors des élections européennes qui peuvent soit lui redonner un nouvel élan et lui offrir officiellement la position de premier opposant à Emmanuel Macron, ou au contraire le reléguer à l'image d'une protestation sans véritable transformation en profondeur. Même s'il faudra attendre jeudi pour connaître officiellement les noms investis pour le scrutin de mai 2019, une fuite d'un document interne semble indiquer des déceptions à prévoir. En effet, plusieurs figures du mouvement seraient mises de côté au profit des proches du leader marxiste. Une méthode qui permettrait de montrer que Jean-Luc Mélenchon est bien loin d'être seul au sommet de la pyramide insoumise. C'est donc en toute logique les autres sensibilités non issues du parti de gauche qui se sentent lésées. Dans ce cadre, l'ancien député européen du Parti socialiste, Liam Hoangok, rallié à la France insoumise en 2014, qui a décidé lundi de suspendre sa participation au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Le leader aurait toutefois affirmé ne pas se préoccuper personnellement des investitures. La tâche aurait été laissée à la tête de liste Manuel Bompard, dont le binôme sera Charlotte Girard. Face à Emmanuel Macron, l'extrême gauche est donc loin de se mettre en ordre de bataille. Le chef de file du PCF, Yann Brossa, lançait lundi une plateforme pour rassembler la gauche radicale, une tentative qui a bien peu de chances d'aboutir. YouTube, terrain de jeu des pédophiles. Alors que la plateforme de vidéo multiplie les fermetures de chaînes, certains contenus mettant des enfants en scène sont particulièrement recherchés par les prédateurs sexuels. Un danger auquel YouTube a bien du mal à faire face. YouTube, nouveau Disneyland des prédateurs sexuels. Depuis sa création en 2005, la plateforme de vidéo a vu émerger toutes sortes de contenus, musique, tutoriels de maquillage, mais également mise en scène des enfants. Parfois, même si le contenu est anodin, certaines vidéos comptent plusieurs centaines de milliers de vues. Étonnant,
pas tant que ça. En effet, les prédateurs sexuels ou les pédophiles sont les premiers consommateurs de ces contenus dans lesquels les bambins sont parfois dévêtus. Les pédophiles s'en donnent à cœur joie dans les commentaires, sauvegardent les vidéos et les diffusent via leurs propres canaux. D'ailleurs, les prédateurs ne s'arrêtent pas en si bon chemin puisqu'ils n'hésitent pas à tenter d'entrer en contact avec les auteurs de la vidéo pour leur parler, leur demander où ils habitent ou se filmer nus. Et nul besoin d'être un professionnel pour retrouver les contenus que les prédateurs affectionnent. En effet, quelques mots-clés suffisent. Si la pratique est dénoncée depuis longtemps, YouTube peine à lutter contre le phénomène bien plus dangereux et nocif que d'autres. Malgré quelques suppressions de vidéos, la plateforme semble impuissante face aux mécanismes mis en place par les amateurs d'enfants pour contourner sa vigilance. Plus prompte à supprimer certaines chaînes, YouTube se voit reprocher son laxisme en matière de modération des commentaires pédophiles, et ce depuis de nombreuses années. D'ailleurs, certains publicitaires ont même boycotté la plateforme de vidéos après avoir été avertis de commentaires pédophiles sous des vidéos où apparaissent leurs publicités. Mais les défaillances de YouTube vont encore plus loin. En effet, l'algorithme de la plateforme génère de nouvelles suggestions qui s'appuient sur ce que le spectateur a déjà regardé. Ainsi, le prédateur sexuel n'a pas besoin de faire d'énormes recherches puisque YouTube lui sert ses envies sur un plateau. Ainsi, les nouvelles politiques de protection de mineurs mises en place semblent assez inefficaces. YouTube se reposant uniquement sur le signalement d'autres internautes. Si la plateforme déclare manquer de moyens pour traquer les contenus dont les pédophiles sont friands, il semble en revanche qu'elle en a assez pour bloquer les contenus qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Élise Blaise. Nordal Lelandais aurait menti. Selon les résultats définitifs de l'autopsie pratiquée sur le corps de Maëlys, plusieurs fractures au niveau du crâne ainsi que 2 autres au niveau de la mâchoire auraient été constatées. Des résultats qui contredisent les dires du meurtrier qui avait avoué avoir tué la fillette accidentellement. Nordal Lelandais a été convoqué ce mardi par les juges d'instruction à Grenoble pour s'expliquer sur la mort de Maëlys, mais également sur les soupçons d'agression sexuelle commise sur une de ses cousines. L'administration pénitentiaire pointée du doigt 2 jours après l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le fugitif est toujours introuvable. Une situation qui n'aurait jamais dû se produire puisque le prisonnier aurait dû être transféré quelques jours plus tôt vers un établissement plus sécurisé. Selon un courrier, la direction interrégionale de Paris avait prévenu l'administration pénitentiaire centrale des risques imminents d'incidents graves avec le détenu. Une alerte qui n'aurait pas été suffisamment prise en considération par l'administration centrale qui a répondu qu'un tel transfert ne serait pas possible avant le mois de septembre. Geoffroy Roux de Bézieux, nouveau président du MEDEF. Le patron du fonds d'investissement Notus Technologies a été élu ce mardi avec 55,8% des voix de l'Assemblée générale de la principale organisation patronale. Il a battu son unique opposant Alexandre Sobo. Geoffroy Roux de Bézieux succède ainsi à Pierre Gattaz qui avait été élu en 2013. Il y a des étrangers qu'on expulse et d'autres qu'on n'expulse pas. Alors que les centres d'accueil pour clandestins venant d'Afrique se multiplient, un couple de viticulteurs japonais, Rie et Hirofumi Shoji, entrés légalement en France et menacés d'expulsion. Créé en 2011, leur vin a connu un succès indéniable. Pourtant, malgré ce succès et des milliers d'euros d'investissement en France, le couple est sous le coup d'un arrêté d'expulsion délivré par la préfecture. Les autorités estiment que le couple ne dispose pas d'un revenu suffisant pour garder le droit de rester sur le territoire. Comme quoi, n'est pas Montaigne qui veut. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous parle de la conquête de l'Empire aztèque par les Espagnols. Depuis une cinquantaine d'années, et même depuis les Lumières, si on voit plus loin, depuis Rousseau, on tend à nous présenter les choses de façon manichéenne, avec d'un côté les bons sauvages et de l'autre les affreux Européens catholiques qui les avaient anéantis. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça, le monde est beaucoup plus nuancé. Et d'ailleurs, si on veut être un peu taquin, cette grande civilisation supra-avancée qu'on nous présente, elle ne connaissait ni l'écriture, ni la roue. Bon, il n'y a pas de quoi se moquer, mais bon, c'est toujours bon à souligner. Et d'ailleurs, pour tous les progressistes qui passeraient dans le coin, les Incas que Pizarro a conquis, là on parle des Aztèques, mais on va parler aussi des Incas sûrement dans un autre épisode. Eh bien, les Incas, justement, ils n'avaient pas besoin de roues. Ils n'avaient pas inventé la roue, mais ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un
formidable, extraordinaire animal de trait à l'époque. Hein. De quoi s'agit-il? Le bœuf, le cheval? Non, la femme. Mais oui, c'était les femmes chez les Incas qui transportaient les choses. Alors quand on a un animal de trait aussi extraordinaire, on n'a pas besoin de roue. Hein. Et retrouvez également notre Zoom du jour. Pierre Conessa est ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Après un livre brillant sur la fabrication de l'ennemi, il revient avec un nouvel ouvrage, Holy War, Hollywood, arme de propagande massive. Et alors il y a un épisode qui était très très étonnant dans la série Homeland. Les producteurs voulaient tourner un épisode en Syrie. C'était un peu compliqué, donc ils le tournent en Afrique du Sud, ce qui est normal parce que c'est un pays mitoyen, c'est un pays frontalier. Et donc ils recrutent des Arabes locaux et ils leur demandent de jouer les terroristes, donc gueulards, menaçants, cruels, etc. Et les jeunes gens ont trouvé ça un peu scandaleux qu'on leur propose ce genre de rôle, mais enfin ils acceptent puisqu'il y avait quand même de l'argent à la clé. Et on leur demande comme service annexe de mettre des tags sur les murs, de mettre à bas l'impérialisme, à bas le sionisme, etc. Et quand cet épisode est passé dans le monde arabe, ça a été un immense éclat de rire, parce qu'en fait, ils avaient écrit sur les murs « Ne regardez pas cette série est raciste, ce n'est pas la vie des acteurs, etc. » Et personne ne parlait l'arabe dans l'équipe de production. Bon. Ce soir, dans Passé Présent, une rediffusion sur l'assassinat de Raspoutine. Et Philippe Conrad reçoit ensuite Frédéric Lemoal pour la présentation de son ouvrage « Histoire du fascisme ». Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. On me dit souvent, avec toutes ces chroniques que vous avez enregistrées, pourquoi vous n'en faites pas un livre? Mais la réponse est simple, c'est que même si cette petite pilule quotidienne avait 10 fois plus d'audience, rien n'est impossible d'ailleurs, vu son taux de progression, il ne suffit plus de dire des choses que les gens veulent entendre, il faut écrire des choses que les éditeurs veulent publier. Alors vous allez me dire, et on m'a déjà dit, c'est impossible que ça n'intéresse pas un éditeur de publier ce que les gens veulent entendre. On peut examiner la chose d'un peu plus près, si vous voulez. L'argument qui m'est opposé le plus souvent, c'est la presse. On comprend quelle est sa sensibilité, qu'elle soit du côté du manche, parce qu'elle touche de l'argent du pouvoir, 15 à 18 millions quand même d'euros par an pour les gros titres. Alors quand elle laisse un type comme vous écrire dans le Figaro, par exemple, que le président est indigne de la fonction et que c'est un analphabète psychopathe, là nous parlons de Hollande, hein, parce que Macron, lui, n'est que psychopathe. Elle prend, la presse, le risque de voir sa dotation annuelle diminuer. Mais l'édition, tout de même, me dit-on, l'édition est libre en France. Alors là, je voudrais rappeler quand même à ceux du Baroque de Campagnole et accessoirement à ceux qui écoutent par-dessus leur épaule, que quand vous dites la presse n'a aucune indépendance, quand vous le dites aussi de la télé, vous soulignez le fait que la totalité des titres et des chaînes sont aux mains de 6 ou 7 personnes en France qui pensent comme le président, qui l'ont d'ailleurs fait élire, et qui sont capables de téléphoner à YouTube pour faire fermer une chaîne. Mais vous pensez que pour l'édition des livres, il en est autrement? Eh bien pas du tout, c'est la même chose. Rapidement, là, sans vouloir vous donner l'impression de parler boutique et sans ennuyer ceux qui nous écoutent avec des considérations d'écrivains corporatistes, quand vous regardez les Hachette, Lagardère, les Pinot, Grasset, Le Point, vous comprenez très vite que les groupes industriels qui ont acheté les journaux en 1980 ne pouvaient pas s'arrêter là. Ils ont acheté aussi l'édition en une trentaine d'années. L'illusion d'une liberté de l'édition, comme de la presse d'ailleurs, en France provient d'une seule chose. Comme les 9/10 des éditeurs qui vendent beaucoup de livres professent des idées vaguement de gauche, libérales, dans le genre, faut pas exagérer, comme ils sont dans le vent, comme ils publient des policiers violents et des livres pornographiques en 150 mots de vocabulaire comme Christine Angot par exemple, ils font croire plus facilement qu'ils sont libres, affranchis, mais en fait, quand vous regardez leur liberté, elle est celle du sourire obligatoire, du mensonge soft, de l'étouffement par le nombre, par la mode, par les campagnes médiatiques.
Votre gros salaire dépend de votre patience à l'égard des Pierre Berger et consorts, et Dieu sait qu'ils ont fait preuve de patience. Mais cette patience n'est pas tellement à leur honneur, parce qu'elle était obligatoire. Donc ce n'est plus de la patience, c'est de la lâcheté. Donc depuis 30 ans, l'essentiel consiste à protéger sa propre cupidité, son propre aveuglement, sa propre lâcheté contre toute lucidité extérieure, contre toute dissidence, ce qui fait qu'on ne peut plus publier chez les grands éditeurs aujourd'hui de prose équivalente à celle de Jean-Paul Sartre ou de Céline ou de Bernanos, surtout évidemment Céline et Bernanos, parce que l'indignation de droite est devenue hors la loi. Alors au bar de Campagnol, on me demande « Mais que veux-tu dire avec tes grands éditeurs ? Il y en a quand même plein d'autres. » Oui, sauf si vous voulez en vivre. Par bonheur, j'en ai plus besoin. Moi, je suis retraité de l'ancien système où un écrivain gagnait sa vie sans professer d'opinion obligatoire. Mais vous avez raison. Par exemple, cet été, la publication de Campagnol en livre se fera en bonne feuille sur Boulevard Voltaire tous les jours du mois d'août. Et sans doute, un petit éditeur va se saisir ensuite de la faveur éventuelle qu'il suscitera pour essayer de le vendre en version papier. Mais ce ne sera pas signalé par Le Point ou l'Express, ni le Figaro, ni même Valeurs Actuelles, où j'ai quand même passé respectivement 20 ans et 10 ans. Une fois qu'un éditeur courageux aura imprimé le livre, il faut encore que les libraires le vendent. Et quand il s'agit de quelqu'un qui ne pense pas bien, ils font la fine bouche parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas d'ennui avec Hachette. C'est pour cette raison que l'an passé, grâce à vous, un livre acheté puis repoussé juste avant l'imprimerie par son propre éditeur, qui ressort d'ailleurs au mois d'août en édition augmentée, a été meilleure vente Amazon pendant un mois. Il existe donc une résistance, et quand il existe une résistance, on peut s'attendre à une libération. Mais Amazon, qui fonctionne comme Google et YouTube, peut décider de ne plus vous distribuer du jour au lendemain. Alors à ce moment-là, il ne vous reste que la postérité, qui finalement, Dieu merci, est un assez bon distributeur aussi.